Mesdames et messieurs, nous allons officiellement ouvrir cette conférence. Avant de présenter en détail le programme, nous rappelons le thème de cette conférence, de la donnée à la confiance, de la confiance à la résilience africaine. Un thème qui exprime clairement l'ambition d'un Maroc engagé dans la souveraineté numérique, la cybersécurité et l'excellence technologique. Cette année, MATEC s'articule autour de 4 pôles majeurs. Le premier pôle va porter sur la vision, la souveraineté et la confiance numérique. Nous aborderons les orientations nationales, les enjeux institutionnels, ainsi que la confiance digitale. Merci. Le second pôle concerne les risques, le leadership et les menaces émergentes. Nos intervenants explorant l'évolution des menaces, les modèles de résilience et le rôle crucial du leadership cyber. Le troisième pôle va porter sur les ateliers thématiques qui se tiendront uniquement vendredi matin. Des sessions immersives animées par des experts de haut niveau, orientées compétences et retours d'expérience. Enfin, un quatrième pôle portera sur la crise, l'anticipation et la prospective. Nous y aborderons la gestion de crise cyber, la préparation, la réponse à la projection vers les défis futurs. Rappelons également que le hackathon MATEC s'est tenu hier, réunissant des équipes représentant des écoles et universités de tout le royaume autour des défis liés à la confiance numérique. Les résultats seront annoncés demain lors de la cérémonie de clôture. Alors, mesdames et messieurs, nous vous remercions une fois de plus pour votre attention. Nous allons à présent entrer dans le cœur du programme de cette matinée avec notre side-by-side interview. Un échange en face à face autour d'un sujet central de l'écosystème numérique actuel, avec pour thème protection des données et cybersécurité, un continuum au cœur de la confiance numérique. Pour cet échange, nous avons l'honneur d'accueillir M. Omar Sghrouchni, président de la CNDP, et M. Mohamed Naoufal Sarghini, directeur de l'école Hightech. Merci. Monsieur le Président, on va rentrer dans le vif du sujet. Après de très belles allocutions, on remercie Madame la Ministre, on vous remercie pour votre prise de parole, mon général qui est parti. Très inspirant, j'ai vu des yeux qui brillaient de par toutes les perspectives qui s'offrent à nous, que ce soit localement ou au niveau africain. Le thème de notre side-by-side aujourd'hui va être un petit peu sur le continuum de protection de la donnée et cybersécurité. Alors, on imagine bien que l'un devrait coexister avec l'autre, mais souvent c'est des choses qu'on n'arrive pas à percevoir. Mais avant d'attaquer ce sujet, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous décrire aujourd'hui le rôle de la CNDP dans l'écosystème numérique marocain et africain? Je vous remercie encore une fois pour cet échange. Par le passé, je pensais que la salle, l'amphithéâtre de la Bibliothèque nationale était immense. Mais là, vu le nombre de présents, j'ai l'impression qu'il est trop petit. Ou peut-être c'est un indicateur de la réussite déjà de votre forum. Le rôle de la CNDP, en fait, le plan Maroc numérique 2013 avait décidé la création de 2 institutions pour assurer et contribuer à la confiance numérique, en l'occurrence la DGCC et la CNDP. Le rôle de la CNDP est de focaliser sur les usages, dans le sens où on ne réglemente jamais une technologie, mais on réglemente les usages de la technologie. On va jamais dire ne fabriquez pas de voitures qui roulent à 250 km/h. On va dire plutôt ne roulez pas à 250 km/h devant une école. Donc le rôle de la CNDP est encore une fois pour réglementer les usages et que cette réglementation et ce suivi
soit conforme au type de société dans lequel on veut vivre. Souvent, on nous dit, regardez, en Chine, il y a telle caméra, aux États-Unis, il y a telle approche. Tout est bon, mais ça dépend d'abord de comment on veut vivre. Et le comment on veut vivre, notre rôle, c'est pas de dire comment on doit vivre. Notre rôle, c'est d'alerter sur les tenants et aboutissants de différents choix. Et donc en Afrique, il existe un réseau des autorités de protection des données. Et depuis 7 ans, la CNDP a le plaisir d'assurer le secrétariat permanent de ce réseau pour pouvoir faire avancer la problématique en Afrique. Il y a aujourd'hui aux alentours de 25 États qui ont des lois, qui ont des autorités. Et donc, nous continuons à travailler. Alors, dans votre discours, vous avez forcément parlé de la partie réglementation, la partie régulation de la donnée. Pour vous, quel est le message que vous voudriez donner aux présents ici, aux chefs d'entreprise, sur ce continuum entre protection de la donnée et cybersécurité? Comme je disais tout à l'heure, ce qui nous importe, c'est la confiance. Et la confiance n'appartient pas à telle ou telle institution. Chacun l'aborde et contribue d'un angle particulier. Nous allons avoir le ministère de la Transition numérique qui l'aborde d'une certaine manière, la DGCC qui travaille et l'aborde d'une autre manière, la CNDP qui l'aborde d'une autre manière, mais aussi tous les acteurs, toutes les institutions portent le fait que cette confiance doit être développée, déployée et généralisée. Donc, quelque part, il existe 2 facettes, mais c'est pas les seules, de la confiance, la protection des données et la cybersécurité. Et c'est naturel et normal et obligatoire que on travaille ces 2 concepts en continuum. Écoutez, ça tombe bien parce que la thématique de ma thèse 3e édition, c'est la confiance. Donc, on parle de la donnée à la confiance et ensuite de la confiance à la résilience. Alors pour vous, est-ce que ce cheminement fait sens? C'est-à-dire passer de donner à confiance, donc ça c'est la première étape, puis ensuite de la confiance à la résilience qui va plutôt s'inscrire de façon un peu plus large et un peu plus pérenne dans le temps. Tant qu'on ne passe pas de la confiance à la résignation, je pense que c'est une bonne chose. Le fait, dans le concret, on a en face de nous une société au Maroc et des sociétés en Afrique. Et ce qui importe, c'est pas de s'enfermer dans un schéma séquentiel, mais travailler en parallèle tout ce qui semble opportun pour avancer. Parce que si on s'enferme dans une approche séquentielle, ben quelque part on prend du retard chez certains et on bouscule trop d'autres. Donc il faut composer avec ce qui existe, ce qui se présente, et travailler complètement pour atteindre cette confiance et cette résilience. Alors, on dit protection de la donnée, on pense Maroc, on pense Afrique. Moi, ma question, c'est comment est-ce que, en travaillant sur la protection de la donnée, on peut contribuer à cette souveraineté du Maroc dans le numérique et plus largement de l'Afrique? Pourquoi la souveraineté? Je vous provoque. Alors, pourquoi la souveraineté? Parce que aujourd'hui, protéger la donnée, c'est d'abord savoir l'identifier, la localiser et maîtriser les interactions qu'il y a autour d'elle. Autre question de provocation, c'est quoi la souveraineté? La souveraineté, c'est être maître de sa donnée. Vous voyez, j'ai inversé le bye-bye-side. C'est le side-by-side, c'est exactement ça. Donc, il n'y a pas d'interview, c'est un échange. Oui, souveraineté, ça veut dire
posséder, maîtriser, réguler. En fait, pourquoi je me permets de poser ces questions sous forme de provocation, c'est parce qu'aujourd'hui, nous devons raisonner, réfléchir et revoir notre perception de la souveraineté. Si on considère, et c'est ce que je dis d'habitude, si on considère que souveraineté, par exemple, va induire au niveau protection des données le fait qu'on mette les données dans un coffre-fort et qu'on les enferme, c'est qu'on n'a pas compris que le digital casse les frontières et encourage la circulation, et on doit encourager la circulation des données et pas leur enfermement. Par contre, il faut avoir une catégorisation et une classification des données pour les apprécier de différentes manières, selon qu'elles sont sensibles, pas sensibles, normales, etc. Et donc, ce travail-là, il faut le faire et en être convaincu. Donc, la notion de souveraineté qui, à l'ancienne, signifiait qu'on maîtrise tout un process, elle semble difficile. Parce que, il y a des infrastructures, il y a des puces, il y a des téléphones, qu'on maîtrise pas forcément. Par contre, il y a des choses qu'on devrait maîtriser, notamment l'information, la validité de l'information, la stratégie de l'information, etc. Donc, quelque part, il est impératif et nécessaire que on revoie notre vision de la souveraineté pour la rendre plus pratique et donc applicable. Ça sert à rien de prendre une définition qui est idyllique, idoine, mais non applicable. On est complètement aligné là-dessus, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces données sensibles aujourd'hui dans un monde où effectivement les menaces peuvent être diverses et variées, multicanales, mais par contre, se protéger dans un framework réglementaire et technologique par rapport à ces données sensibles. Je pense notamment à la santé, on peut avoir des données de défense, etc. Alors, les données sensibles, classiquement, on pense à la santé, à la défense, au stratégique, etc. Mais en fait, là aussi, la définition de la donnée sensible est à revoir, parce que on peut considérer que comme donnée sensible, il y a la donnée comportementale, celle qui permet de comprendre comment une personne agit quand elle se réveille, quand elle s'endort, quand elle sort, dans quel restaurant elle part, quelle navigation est là dans un browser, etc. Ces données comportementales qui sont d'ordre personnel, c'est pour ça qu'on insiste sur données à caractère personnel, mais pas données personnelles. Les données à caractère personnel, elles permettent de gouverner une population. Si on sait comment elle exprime son besoin, ce qui veut dire que quelque part, la donnée à caractère personnel n'est plus comme à l'époque. Il y a 10 ans, lorsqu'on voulait protéger la donnée à caractère personnel, c'est parce qu'on avait une vision droit de l'homiste. On voulait préserver la personne, préserver les droits numériques, choyer le citoyen. Aujourd'hui, il y a une valeur économique à considérer et surtout, il y a une dimension collectivité, État à considérer. En d'autres termes, la donnée à caractère personnel est devenue géopolitique. Et dans ce cadre, les modes de gouvernance doivent évoluer eux aussi. Alors, vous mettez le point sur quelque chose d'un peu symptomatique dans toutes les organisations qu'on voit aujourd'hui. On a donc la réglementation qui, par exemple, va parler de données sensibles comportementales. Puis on va avoir de l'autre côté des DSI, des RSSI, qui vont avoir du mal, des difficultés à traduire cette réglementation ou ces exigences dans un système d'information pour pouvoir traquer, sécuriser et mettre en place les politiques qui vont bien. Donc souvent, on se retrouve dans des organisations ou des DPO, donc des responsables de la donnée, qui ne communiquent pas de façon très fluide avec les DSI ou les RSSI. Donc, pour vous, c'est sûr qu'on perd
Mais quelle serait selon vous une façon de faire pour les mettre autour d'une table et qu'ils voient un petit peu de la même façon? En fait, on n'est pas trop, se refuse de voir ou d'avoir un schéma statique. Ce que vous évoquez, c'est une photo à l'instant T. On préfère avoir un schéma dynamique, c'est-à-dire comment faire évoluer les choses. Lorsqu'on a inventé la voiture, les gens ont roulé tranquillement, et un jour, il y a quelqu'un qui a inventé un sémaphore particulier, en l'occurrence les feux tricolores. Au tout début, les gens avaient du mal à s'arrêter devant le feu tricolore. Ils grillaient le feu. Aujourd'hui, ils grillent toujours le feu, mais on a de moins en moins. Moi, je me souviens, pendant ma jeunesse, c'est-à-dire il y a 10 ans. Moi, j'aurais dit 5. Les gens grillaient le feu de façon, ils s'arrêtaient, ralentissaient, regardaient s'il y avait un policier et grillaient le feu. Aujourd'hui, on voit de plus en plus les gens s'arrêter au feu, même s'il n'y a pas de policier. Donc c'est pas simplement vous, madame. Donc c'est pas simplement une question de loi, c'est une question de culture. Mais d'abord, la culture ne peut changer que par la loi. Parce qu'aujourd'hui, changer un comportement passe par de la sanction, ensuite de l'éducation, et après, ça devient naturel. La loi est probablement un accélérateur, mais c'est une traduction de ce qu'on cible comme mode de fonctionnement et de culture. Et aujourd'hui, il y a des choses il faut prendre en compte. Par exemple, on sait bien que l'entreprise marocaine et son administration n'a pas encore vraiment intégré que le RSSI doit dépendre de la présidence ou du plus haut niveau de l'administration et pas être dans la hiérarchie du DSI. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit évoluer. Et quand ça évoluera, il faudra mettre aux côtés du DSI également un DPO, Data Protection Officer. Et après un moment, on verra que ces gens-là cernent ou gèrent les mêmes facettes de la réputation, de la sécurité, du bien-être du business de l'entreprise ou le confort des missions de l'administration. Et c'est des gens qui vont peut-être ne travaillent pas ensemble aujourd'hui, mais demain qui vont travailler ensemble. On le souhaite. Alors, tout à l'heure, j'ai retenu dans votre allocution que dans le planning, si je puis dire, de la CNDP, vous avez phasé votre approche. Première phase, c'était les très grandes entreprises internationales qui étaient basées au Maroc. Ensuite, c'était les institutions. Et puis là, maintenant, vous êtes un petit peu sur les ETI, ce qu'on peut appeler les ETI ou les PME, pour essayer de les sensibiliser, s'ils se mettent en conformité vis-à-vis de la réglementation. Moi, ma question, c'est dans tout ce panel qui, je suppose, est très large, qui est dans le privé, dans le public, est-ce que vous avez en tête une organisation ou une institution, une entreprise qui a réussi à marier ces deux côtés et avoir une espèce d'organisation qui protège la donnée à caractère personnel et qui met en place des systèmes de cybersécurité qui n'empêchent pas le business de se développer? La CNDP. Plus sérieusement, oui, il y en a beaucoup. En fait, d'abord, je veux juste préciser une chose. On n'a pas phasé notre action, c'est-à-dire on n'y a pas pensé comme ça pour dire de telle année à telle année on fait ça. On apprend en marchant. Donc on a commencé par l'urgence, puis etc. Et puis on avance et donc on apprend en marchant. Les entreprises qui ont réussi, heureusement, il y a des grandes banques, des grandes assurances qui gèrent ces choses-là de façon intéressante. Très bien, ça fait plaisir. Mais il y en a aussi qui ne gèrent pas ça de façon intéressante. C'est sûr. C'est sûr. Et alors du coup, donc ces organisations
qui, à un moment donné, ont estimé avoir coché toutes les cases et rempli tout ce qu'il faut pour être, on va dire, en conformité, ont vu tous arriver chez eux le ChatGPT. Alors, il peut prendre plusieurs noms, mais en général, c'est le nom qu'on connaît tous. Et donc, il a probablement créé un sujet de discussion, un minima de réflexion, sur ce shadow IA où des collaborateurs de l'entreprise vont utiliser ces outils qui ne sont pas très sécurisés, dans laquelle ils vont probablement partager des documents et des informations stratégiques, voire confidentielles. Et, in fine, on ne sait pas trop ces données où est-ce qu'elles atterrissent. Mais par contre, en termes d'efficacité, en tout cas de prime abord, on a des travaux qui se font beaucoup plus rapidement, des résumés, des présentations, des comptes rendus, des choses comme ça. Vous, comment est-ce que vous abordez ce sujet-là de shadow IA? Nous déjà, on essaie de sensibiliser notre écosystème et nos concitoyens sur le nécessaire équilibre entre l'efficacité et les valeurs. Souvent, sujet à des discours parfois très commerciaux, on privilégie l'efficacité. C'est vrai si je dois raccompagner mon enfant à 2h moins 5 à l'école, c'est plus efficace de griller le feu. Et je peux considérer que le feu est problématique parce qu'il m'empêche de faire arriver mon enfant à l'heure. Puis on guérit plus facilement s'il n'y a pas un policier de l'autre côté pour regarder. Voilà, donc quelque part, il faut regarder est-ce qu'on raisonne toujours en efficacité. Si je veux traverser une rue, est-ce que je dois traverser sur le passage piéton ou je dois traverser n'importe comment? Donc on doit toujours équilibrer quelles sont les valeurs que l'on doit respecter et l'efficacité, premièrement. Deuxièmement, au niveau de tout ce qui est Shadow AI, etc., en fait, ça pose un défi, et d'ailleurs, ça doit sûrement poser un défi à votre assistance, parce que le plus facile, en tout cas moi, depuis l'émergence de ChatGPT, je n'ai plus de faute d'orthographe dans les mails que je reçois. Donc, alors, je vous rassure, tous nos étudiants, voilà. ils ont- Donc la question, elle est, vous savez, je vais, si vous permettez, j'ai un peu de temps, je vais faire un parallèle avec l'écriture et l'imprimerie. C'est des choses que j'ai déjà dites, mais l'imprimerie, grâce à l'imprimerie, on a vu l'émergence des bibliothèques. C'est-à-dire un ouvrage ne restait plus en version manuscrite, on l'imprimait, on le multipliait et on le propageait et on l'archivait dans des bibliothèques. Ce qui veut dire que le savoir a évolué. Il n'était plus dans la connaissance par cœur de l'ouvrage et réciter l'ouvrage, il a commencé à intégrer la connaissance de l'ouvrage, mais à développer l'analyse que l'on fait de l'ouvrage. Et donc, avec l'imprimerie, on avait une notion de mémoire et de mémoire artificielle. La bibliothèque est une mémoire artificielle, mais ça a impacté l'évolution du savoir. Aujourd'hui, avec ce que vous évoquez, on voit l'émergence d'un certain nombre d'outils de pensée artificielle, que certains appellent intelligence artificielle, mais de pensée artificielle. Et donc la question est comment est-ce qu'on va faire évoluer notre gestion du savoir? Est-ce qu'on va la faire évoluer en simple consommateur sous-développé, en utilisant les choses d'une certaine manière et en ne faisant pas évoluer notre réflexion pour qu'elle s'enrichisse et commence à traiter des sujets de plus haut niveau, ou pas? Et d'ailleurs, c'est pour cela que la CNDP a eu le plaisir de signer avec le ministère de la Transition numérique un MOU pour réfléchir ensemble sur un espèce de framework
pour de l'IA responsable et pour qu'on puisse délivrer à nos différents concitoyens, que ce soit sur le plan académique, industriel, économique, etc., une façon intéressante de gérer ces nouveaux outils. Est-ce que ça veut dire que vous allez avoir aussi, parce que quand on parle d'IA et vous parle de pensée artificielle ou d'intelligence artificielle, la différence qu'on avait entre le avant et le maintenant, c'est que avant la source était identifiée. C'était un bouquin avec des références, avec un auteur, avec un scientifique, quelque chose qui est reconnu par les pairs. Alors que là, on s'affranchit un petit peu de cette référence et on est sur du consommable très rapide, fait ou généré par de l'IA, sur laquelle on n'a peut-être pas autant de certitude en termes de savoir. Pourquoi je parle de ça? Parce que je rebondis sur la confiance dont vous avez parlé, et que, in fine, parmi les choses que la CNDP doit réguler, de ce que j'ai compris, c'est que l'information qui circule soit une information digne de confiance. Il faut que l'information soit digne de confiance, il faut s'opposer aux fake news, aux deep news, etc. Mais encore une fois, si vous permettez, je reviens quant à comment on va considérer le savoir. Vous parliez de personnes qui publient un ouvrage et qui devient un ouvrage de référence, etc. Aujourd'hui, si une personne, par exemple, utilise que ChatGPT pour sortir un livre, c'est pas forcément une référence, c'est du plagiat déguisé. Et donc, quelque part, nous avons un travail à faire au niveau de notre monde académique par rapport à la perception de qu'est-ce qui va m'aider. Est-ce que c'est une machine à calculer qui me fait passer, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu les abacs algorithmiques, etc. Ou est-ce que ça va devenir un masque, un outil pour masquer les choses et qui va générer des êtres humains plus ou moins consommateurs et sous-développés? Ça mène à, bon, c'était pas forcément prévu dans la timeline, mais comment vous gérez ce côté, il faut que je régule sans freiner l'innovation? Parce que au sein du ministère, on aura envie à ce que le Maroc se positionne comme étant une plaque d'innovation régionale, voire continentale. Et puis de l'autre côté, il y a vous, en tant que régulateur, où vous devez mettre en place un framework, vous en avez parlé, mais sans forcément être limitant par rapport à des opportunités qui peuvent se créer. Et on sait que l'innovation a toujours un cran d'avance sur le régulateur. Comment Là, pas à côté, on est side by side. Ce que je veux dire, c'est que la bonne régulation doit considérer deux faits extrêmes qui sont encourager l'innovation et ne pas la freiner. On ne peut pas freiner l'innovation. Par contre, on peut réglementer l'usage de l'innovation. Donc on ne freine jamais l'innovation, au contraire, on encourage l'innovation, on essaie de faire des lignes spécifiques sur les startups, on y va à fond. Donc premier item, ne pas freiner l'innovation. Deuxième item, ne pas calfeutrer la fraude. Par exemple, il y a certains concitoyens qui nous ont contactés pour dire au nom de la protection des données, il est anormal que l'État marocain donne la liste des biens qu'on a au Maroc à l'étranger. Mais c'est quelque part calfeutrer la fraude. Ils gagnent de l'argent, ils le ramènent en cash, payent des choses, ne veulent pas payer les impôts là-bas et essayer d'avoir des subventions. Ben c'est une définition d'un système de fraude. Donc on peut pas, au nom de la protection des données, commencer à calfeutrer la fraude. Donc, mis à part ces deux choses, on est ouvert sur tout le reste. Et ce que vous évoquez globalement sur la vitesse de l'innovation qui ne suit pas ou qui est plus rapide que
la vitesse de la régulation. Vous avez raison, c'est pour ça que on ne se cantonne pas sur une vision statique du droit, une loi qui change chaque 15 ans ou chaque 20 ans, mais qu'on adopte une façon d'avoir un droit agile par le biais de délibérations intermédiaires qui nous permettent de recadrer régulièrement les choses qui se présentent à nous. Par exemple, lorsque pendant la pandémie, il y a eu les entreprises, l'offshoring a dû fermer les locaux. On a travaillé avec la fédération spécialisée pour autoriser un certain nombre de choses au niveau du télétravail. Et on a très vite sorti le moyen de gérer à la fois les objectifs contractuels, mais également la protection de la vie privée. C'est-à-dire, il faut considérer que la protection des données et la protection de la vie privée est d'abord une analyse de risque. C'est pas une checklist juridique sur laquelle il faut tout définir, c'est une analyse des risques. C'est-à-dire, si on a une problématique de droit à la vie, nous, on va privilégier le droit de la vie et dégrader un petit peu le respect de la vie privée. Si on n'a pas de problème pour la santé des gens, on va renforcer l'aspect vie privée. Donc, c'est une analyse de risque et le résultat d'une analyse du risque. C'est très salutaire, parce que ce que le business en général, les entreprises souhaitent, c'est que ça bouge en fonction des contraintes et des nouvelles opportunités. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de transmission de données, on va dire, volontaire dans le cadre d'accords bipartisans, tripartites, entre entités, etc. Mais comme on aime bien les choses concrètes et qui fâchent un petit peu, on a tous en tête la fuite de données à la CNSS qui a eu récemment, qui a fait réveiller les consciences, en tout cas, sur la sensibilité de protection de données sensibles. Comment est-ce que vous, à la CNDP, vous avez traité ce sujet? Comment vous l'avez vécu? Est-ce qu'il y a des coulisses que vous souhaitez partager avec nous pour qu'on sache un petit peu? Parce que j'imagine que ça vous a donné des sueurs froides quand vous avez vu tous ces noms et toutes ces informations qui apparaissent. Comment vous avez réagi? C'est quoi la CNSS? C'est quoi? Plus sérieusement, il faut... Bon, nous sommes encore en enquête parce qu'on cherche à bien voir les choses. Et ce que je peux vous dire, c'est que il y a deux événements séparés. Il y a la fuite de données effectives, qui est d'ordre technique, et qui a eu lieu plusieurs mois avant le 8 avril. Et il y a la propagation des données qui ont été volées plusieurs mois avant le 8 avril. Donc le 8 avril, ce n'était pas une attaque de cybersécurité. Le 8 avril, c'était une attaque politique, selon un agenda particulier. Après, je laisse les politiques définir l'agenda, mais c'était avec la mise en avant de fiches particulières et de déclarations particulières. Donc, il y a deux aspects, la fuite technique et son exploitation politique. Donc, je reviens à la fuite technique. On a un certain nombre de vulnérabilités que l'économie est en train de travailler pour. Je pense que la DGCCI est également très mobilisée pour ça. Mais je veux attirer votre attention sur un autre aspect. Imaginez que moi, sur mon laptop personnel, j'ai, à partir de mon laptop personnel, la possibilité de me connecter au site de la CNSS pour faire une déclaration. Je fais cette déclaration en me connectant sur le site. Donc, imaginez qu'il y ait un outil ou une approche IA qui ne va pas attaquer le site de la CNSS, mais qui va
s'intéresser à tous les post-utilisateurs, récupérer leurs données, les concaténer, considérer que c'est une fuite de données, et si en plus il détecte une vulnérabilité de type IDOR ou autre sur le site, ben il se balaye. Donc en fait, la problématique de la confiance, de la cybersécurité, de la protection des données est devenue, enfin ça légitime pas, ça n'autorise pas les attaques, mais est devenue plus complexe. Et c'est pour ça que on a besoin d'experts opérationnels, parce que et opérationnels qui évoluent ou dont la connaissance évolue avec l'évolution de la technologie. On n'a pas besoin de gens qui vont nous dire que la couche 3 de TCP/IP c'est la couche transport. Ça a été défini il y a longtemps et c'est pas ça qui va nous faire avancer. Alors pour vous, alors on va pas dire la CNSS en particulier, mais une organisation qui fait fuite, qui fait face à une fuite de données, selon vous, quel serait le plan d'action cohérent, coercitif, qui devrait mettre en place très rapidement après la constatation de cette fuite? Je vais vous raconter 2 anecdotes et puis je réponds à votre question. Il y a une dizaine d'années, nous étions en séance publique et il y a quelqu'un qui s'est fait interpeller par la salle. On lui a dit votre site est vulnérable. Première réaction de la personne, c'est non, c'est pas possible, c'est pas vrai, etc. D'ailleurs, je vais donner la parole à mon voisin, il va expliquer pourquoi c'est pas possible. Enfin, le voisin, c'était moi, j'ai pris la parole. Et je dis, moi, quand quelqu'un me signale qu'il y a une défaillance, la première des choses, je lui dis merci. La deuxième des choses, je lui dis, montrez-moi qu'est-ce que vous avez vu. La troisième des choses, est-ce que vous pouvez m'aider à réparer? C'est-à-dire que, mais cette anecdote, on la vit encore. Nous, il nous arrive de faire passer un message au président des grandes entreprises sur certaines défaillances. Et première réaction de leur DSI, c'est de tout nier, il n'y a pas, etc. Donc on a commencé à prendre des échantillons pour leur dire, ok, monsieur, il n'y a pas, et ça, d'où c'est venu, comment on l'a eu, etc. Donc quelque part, il y a un premier aspect qui est culturel, qui est la transparence. On n'arrivera pas à avancer s'il n'y a pas de transparence. La question n'est pas d'incriminer quelqu'un ou de lui reprocher telle ou telle défaillance. La question est d'observer la défaillance, de la réparer et d'avancer. Personne ne peut dire qu'il ne sera jamais attaqué. Personne ne peut dire qu'il sera vulnérable, protégé à 100%. Donc, c'est culturellement qu'on doit gérer ça en dynamique. Donc, la deuxième anecdote, c'était pendant la pandémie. En travaillant avec la PBI, on travaillait avec les startups pour les aider, etc. Et une fois, on est tombé sur quelqu'un qui savait pas ce que c'était la protection des données, la CNDP, les notifications, etc. Et donc on lui a dit, ouais, il faut faire les notifications à la CNDP. Et là, il y a eu un silence. Il nous a regardé et nous a dit, mais pourtant je suis déclaré à la CNSS. Donc quelque part, il y a la transparence et il y a l'information, la culture, la sensibilisation et la maturité. Nous devons atteindre un niveau de maturité tous ensemble qui nous permette de gérer ces choses-là. Mais comme disait un philosophe réputé, Paul Virilio, en créant la voiture, on a créé l'accident de voiture. En créant l'avion, on a créé l'accident d'avion. Il n'y avait pas d'accident d'avion avant la création de l'avion. En créant le digital, on a créé l'accident du digital et l'attaque et la fébrilité en cybersécurité. Vous avez parlé d'AFI tout à l'heure. Ma question, elle est simple. Est-ce qu'il y a des travaux en cours en ce moment pour un espèce de cyberact ou
Data Protection Act au niveau de l'Afrique? Je peux vous donner un historique. Il y a eu, il y a quelques années, ce qu'on appelle la Convention de Malabo, qui est une convention qui intègre aussi bien des aspects de cybersécurité que des aspects de données à caractère personnel. Mais avant d'entrer en vigueur, cette convention est devenue un peu caduque. Et donc par la suite, il y a eu des travaux de la part de la Commission de l'Union africaine qui a rassemblé les autorités de protection et qui a avancé sur la problématique d'une harmonisation au niveau des lois des données à caractère personnel. Et le Maroc, la CNDP, a été tiers de ce groupe de travail pendant 3 ans. Après, l'enjeu qu'il y a actuellement, c'est que l'Afrique est un marché. Donc, on vit, je vais pas dire on subit. Je vois devant moi qu'il y a certains représentants de groupes internationaux. On est on est content de les fréquenter, mais parfois eux ils gèrent leur business. Ils gèrent pas forcément la société en tant que telle. Et donc aujourd'hui, par exemple, il y a eu une réunion, je pense il y a 2 semaines ou un truc comme ça en Guinée à Conakry, organisée par Smart Africa. Il y a des réunions organisées par notre réseau, etc. Et on est en perpétuelle négociation entre l'efficacité business, ou plutôt le turnover du business, le chiffre d'affaires, et le respect de certaines valeurs. Je pense que c'est la Et c'est très difficile. Alors, moi, je vais vous raconter une petite anecdote aussi. Je vais la partager avec vous. Il y a peut-être quand j'étais jeune, il y a 5 ans, un petit peu plus que ça. J'étais encore en France, on était rentré pour discuter avec une grande banque de la place sur des mécanismes de gestion de risque financier. Donc on est loin de l'IA, loin de la cybersécurité, etc. Mais c'était juste de la gestion de risque, on va dire, standard européen, même si j'aime pas le mot standard, mais bon, selon les règles et les normes européennes qui font office d'autorité mondiale. Et en fait, j'étais surpris parce que le monsieur qui était en face de moi, qui avait une certaine expérience, on va dire, m'a dit en arabe, et en fait, moi ça m'avait marqué à l'époque parce que je me suis dit comment un chef de département des risques pouvait me dire on ne va pas piloter les risques comme ils se doivent parce qu'on a encore besoin de faire du chiffre. Et en fait, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire là, c'est que à l'époque, ils n'avaient pas jugé utile de concilier l'un et l'autre parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt immédiat. Aujourd'hui, on sait qu'avec tout ce qui se passe autour de nous, et surtout avec la vitesse avec laquelle ça se passe, on ne peut plus être que business compliant, il faut qu'on prenne en compte un certain nombre d'autres choses à côté. Je vais vous faire un témoignage. Actuellement, nous sommes en train d'auditionner les partis politiques sur la thématique protection des données, IA et période électorale. Pour que la période électorale ne voit pas l'application de mécanismes de non-respect de la protection des données ou d'IA qui vont à l'encontre de l'intérêt du citoyen. Je vais pas vous donner de détails, mais on a eu des partis politiques qui nous ont dit ouais, laissez-nous gagner ces élections et appliquez-les pour la prochaine fois. Donc quelque part, les gens ne perçoivent pas l'importance de ces valeurs. On est en face. Alors, vous l'aurez remarqué, moi aussi, Madame la ministre l'a remarqué, vous, Monsieur le Président, vous l'avez remarqué, on a une audience d'étudiants. Bon, ils sont tous jeunes, alors est-ce qu'ils sont tous étudiants? Je pense que la majorité est étudiante. Donc on a pas mal de talents ici. Moi, ma question pour vous, mais qui s'adresse plutôt à eux, c'est qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour leur donner envie de s'investir dans la protection de la donnée et de la cybersécurité? Classiquement, ce que les gens disent, c'est que
si vous vous investissez sur ces deux thématiques, vous trouverez du travail. Non? C'est souvent ça, oui. Mais aujourd'hui, je vais pas le dire parce que c'est devenu une chose évidente. Ce que je veux dire, c'est que vous contribuerez de façon sérieuse à faire avancer le digital dans votre pays. Et c'est quoi le digital? C'est une manière plus rapide, plus facile, plus simple, plus sympathique pour avoir un ensemble de services et pour pouvoir vivre sa vie tranquillement. Je vous remercie pour ce message. Plein d'espoir, comment on dit, Masrinash. C'était hyper intéressant. Je voudrais dire une chose. Bien sûr, allez-y. Qui est la relation qu'il peut y avoir entre protection des données et cybersécurité. Quand vous avez une voiture, il y a différents aspects dans la voiture. Il y a bien sûr le premier device le plus important, c'est l'autoradio. Mais le deuxième device, c'est le moteur. Il faut que ça roule. Après, il faut que les cardans soient de bonne qualité. Après, il faut que les pneus ne soient pas dégonflés. Après, il faut avoir un toit. Parce que si elle est décapotable, ça peut être gênant en période de pluie. Tableau de bord, un volant si possible, etc. Mais il y a aussi le permis de conduire, le code de la route, la carte grise, le respect du code de la route, la visite technique, la vidange, tout ça. Et donc, quelque part, quand on a une voiture, on gère l'usage et la technologie qui porte l'usage. La gestion de l'usage, c'est la CNDP. La gestion de la technologie qui porte l'usage, celui qui va réparer le moteur ou l'autoradio, c'est la DGCC. Merci pour ce très bel parallèle. Alors, vous avez anticipé ma dernière question qui était de vous donner la main pour résumer tous nos échanges, et vous l'avez brillamment fait. Je vais prendre peut-être une ou deux questions de l'audience, si vous en avez. Un micro. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Monsieur Sarouchni, merci pour cette intervention. Mahat Ba, je suis docteur de la faculté des sciences et consultante en cybersec, en GRC particulièrement. Vous avez parlé effectivement de beaucoup de volets. Très intéressant. Ma question, elle est un peu particulière. Donc, on a des startups et vous dealez avec des startups que leur cœur de métier n'est pas, ou des institutions, d'une façon générale. Ah, je deal. Oui, vous dealez. J'ai entendu vous dîner. Vous collaborez. Ouais, voilà. Et ces startups, ces institutions, leur cœur de métier n'est pas particulièrement l'IT ou la cybersec. Ils ont besoin de sensibilisation, ils ont besoin d'être formés par rapport à la protection des données qu'elles génèrent au sein de leurs applications, de leur infrastructure, etc. C'est des startups ou des entreprises qui viennent de commencer, qui n'ont pas un fonds d'investissement pour travailler sur ce volet-là de cybersec et protection des données. Et on sait très bien que mitiger un risque, c'est de l'argent, la remédiation, elle coûte de l'argent. Est-ce que la CNDP fournit des fonds d'investissement ou des aides à travers des logiciels, à travers des formations, à travers des fonds, pour que ces entreprises aient une certaine maturité en termes de la cybersec, tout en garantissant la gestion des risques d'une façon pérenne et en même temps tout en continuant à se concentrer sur leur cœur de métier. Notre rôle institutionnel n'est pas de fournir des fonds. Nous ne disposons pas de fonds. Nous en demandons, mais nous n'en disposons pas. Mais ce que je peux vous dire pour encourager et accompagner ces startups,
Nous avons eu plusieurs démarches, plusieurs initiatives. En 2020, pendant la pandémie, on avait ouvert une ligne particulière avec la PEBI pour gérer les startups. On faisait des réunions le dimanche, le samedi, le soir pour être conforme à leurs horaires. Parce que souvent, il y en avait qui avaient un travail principal et qui faisaient leur action de start-up à côté. Nous avons signé dernièrement une convention avec la CGEM et avec la Fédération des startups au sein de la CGEM pour installer une espèce de corridor qui fasse qu'on traite ces dossiers très vite et à part. Ça serait faux et mentir que de vous dire qu'on est dans le meilleur des mondes possibles. Non, nous avons encore nous-mêmes beaucoup de choses à améliorer au niveau des délais, au niveau de la gestion, au niveau... on essaye d'être une chose naturelle qu'on trouve dans le privé, mais d'être une administration orientée service. Et donc on a une démarche de citizen-centric qu'on essaie d'élaborer, qu'on a du mal, parce que les mentalités, elles sont parfois coriaces, mais on peut apporter tout l'accompagnement qu'il faut. Nous sommes contactés régulièrement, parfois par des Marocains basés à l'étranger qui essaient de lancer quelque chose ici. Nous les accompagnons de manière particulière, et voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir prendre une autre question parce qu'on a été pris par le temps. En tout cas, moi, ce que je retiens de ce side-by-side très intéressant, c'est que vous avez du pain sur la planche, qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent et que vous êtes bien outillés, en tout cas organisés pour accompagner ces évolutions qui ne vont pas s'arrêter demain et qui vont continuer à arriver, mais que vous les approchez d'une façon dynamique et non statique, dans une logique régionale et pas que locale, mais surtout en étant business compliant, entre guillemets, mais tout en garantissant un certain nombre de choses qui permettent d'avoir aux citoyens une confiance dans les systèmes qu'ils utilisent au quotidien et sur lesquels vous avez un droit de regard. Pour l'audience, j'espère que vous aurez compris que le sujet, bien qu'il soit complexe, offre d'immenses opportunités, d'immenses challenges dans lesquels on peut s'engouffrer. Madame la ministre a lancé un appel à tous ces étudiants, donc futurs doctorants qui souhaitent s'investir dans ce volet-là. Vous êtes les bienvenus. Je sais qu'à l'école high-tech, on a une cohorte de futurs ingénieurs cybersécurité. Donc vous savez qu'il y a des choses à faire. Ne vous arrêtez pas là. Continuez, inspirez-vous de tout ce qui vient de se dire. On sera ravis, nous, mais aussi tous les partenaires institutionnels et privés, de vous donner les informations qui vont bien et de vous mettre en relation avec les entités qui vont bien pour que vous puissiez collaborer, contribuer à ce que le Maroc devienne un terrain de confiance numérique et de protection de la donnée comme la tech. Merci, Monsieur le Président. Merci à tout le monde.